Islands. Madame la Présidente, thank you very much for the opportunity. Merci beaucoup de me permettre de m'exprimer ce soir. Je parle du territoire traditionnel du peuple autochtone que j'ai l'honneur de représenter au Parlement. Bon, alors aujourd'hui, nous traitons du projet de loi C-14 qui traite des changements législatifs qui découlent de l'énoncé économique de 2020. Bien qu'on devrait se circonscrire au projet de loi C-14, je sais que la portée de certains discours va au-delà de cela, mais j'aimerais quand même commencer parlant de l'énoncé économique. Ensuite, je vais parler du projet de loi C-14 et enfin, j'aimerais parler de ce qui manque dans ce projet de loi. Alors, tout d'abord, l'énoncé économique avait plus de 200 pages et avait une portée assez grande. Cela découle d'un bon travail. J'aimerais reconnaître le bon travail qu'a accompli la ministre des Finances et le gouvernement. J'ai de la gratitude. Rien ne peut être parfait pour n'importe quel gouvernement concernant la crise de la pandémie. Certains ont mieux fait que d'autres. Je pense qu'au Canada, les choses vont mieux quand on tente de collaborer les uns avec les autres et c'est l'intention du Parti vert, que ce soit du point de vue fédéral ou provincial. Nous préférons la collaboration et la coopération pour en arriver à des consensus. En examinant ce document, on voit que c'est ambitieux. On traite de nombre d'enjeux. On parle entre autres de relance sécuritaire. On parle de transfert d'argent aux provinces pour les aider, entre autres, avec le pays. On traite aussi du déploiement des vaccins dont on a débattu hier soir. Il y a beaucoup d'opinions divergentes, mais nous avons des vaccins. On aimerait que la livraison se fasse plus rapidement, mais on a besoin de collaboration. Mais le fait est qu'on a aussi besoin de gérer la situation, de traiter avec des agences pharmaceutiques internationales. Donc, il y avait ce montant de 20 milliards de dollars pour le transfert aux provinces et il y avait d'autres priorités importantes pour le Parti vert, entre autres la réconciliation avec les peuples autochtones, l'assurance médicaments. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Aussi, il faudrait envisager une assurance médicaments pour les maladies rares. Je fais partie d'un caucus informel avec des représentants de chaque parti au pays, au Parlement, et ça nous permet de collaborer. On tente d'aider des patients qui ont des maladies rares pour qu'ils obtiennent des médicaments. La collaboration, c'est important. Concernant la crise des opioïdes, nous sommes en faveur de la décriminalisation. Il faut agir rapidement afin d'éviter que plus de gens succombent à des surdoses d'opioïdes qui découlent bien souvent de problèmes de santé mentale ou de santé. Ce n'est pas un enjeu criminel, c'est un enjeu de santé. Aussi, au Parti vert, on veut améliorer le réseau électrique et d'est en ouest et peut-être vers le nord aussi. Concernant la Banque de l'infrastructure, eh bien, on a besoin de plus de travail pour le réseau électrique, pour le transport en commun. Idem pour les véhicules électriques. Il y a plusieurs mesures dans l'énoncé économique d'automne, entre autres des solutions pour le climat qui sont basées sur la nature, entre autres cette mesure de planter 2 milliards d'arbres. C'est essentiel d'avoir des arbres qui sont essentiels justement pour notre écosystème. Il faut planter ces arbres pour protéger la biodiversité et pour la séquestration du carbone dans l'air. Je pense aussi à des espèces comme le saumon qui ont perdu de leur habitat. Nous sommes en faveur de telles mesures. De plus, nous avons besoin de cibles précises
concernant la décarbonisation, mais nous sommes encouragés par la nouvelle administration Biden qui est un peu dans la même veine que l'administration Obama. Is mentioned in the fall economic. C'est encourageant et il y aura des ajustements et nous pourrons créer davantage d'emplois. Ce sont des nouvelles encourageantes. Nous soutenons le projet de loi C-14. Les mesures sont importantes pour avoir davantage d'aides relatives à la COVID. Mais qu'est-ce qui manque? Il y a de nombreux secteurs qui tombent entre les mailles du filet. Et ces secteurs-là ont besoin de plus d'aide. Je pense à toutes les entreprises du secteur touristique, en particulier les restaurants, mais aussi le service d'autocar. L'énoncé économique de l'automne parle des secteurs très touchés qui auront accès à plus de crédits, mais il y a un maximum de 1 million de dollars. Pour les entreprises ici en Colombie-Britannique, donc Williams Bus Line, qui offre des services d'autocar, mais aussi des services vers les communautés des Premières Nations. Cette entreprise fait partie de notre écosystème touristique et il pourrait disparaître. Les banques demandent des remboursements. Eh bien, le prêt maximum d'1 million de dollars ne suffira pas pour sauver Wilson's. Il y a aussi la question des aéroports régionaux. 1 million de dollars de prêt n'aidera pas. Il faut se concentrer sur ce qui est nécessaire pour sauver toutes les parties de nos infrastructures de transport. Je crois que la meilleure façon d'y arriver, c'est de parler à tous les PDG des grandes banques commerciales. Ces entreprises ou ces banques gagnent toujours des profits à chaque trimestre. Il y a toutes sortes d'histoires qui font les manchettes. Les grandes banques gagnent des profits. On a parlé même de rendements qui surpassaient les estimations. Les banques vont toujours bien, peut-être pas aussi bien qu'avant la pandémie, mais elles ne sont certainement pas en difficulté et elles ne sont pas au bord de la faillite. Les Canadiens ont eu la PCU de bonne foi, mais après, on a appris qu'il y avait des gens qui l'avaient touché mais qui n'auraient pas dû. Les gens qui ont reçu l'argent devraient mettre les choses au clair. 440 000 Canadiens ont reçu des lettres à cet effet. Il y a une autre question aussi, c'est les centres de soins de longue durée. On en parle beaucoup dans l'énoncé économique de l'automne. Il est aussi question des travailleurs de ces centres. J'ai entendu une histoire vraiment dérangeante, celle d'une éclosion de COVID dans un refuge pour sans-abri d'Ottawa. Les sans-abri qui étaient là étaient en fait des travailleurs de centres de soins de longue durée qui gagnent si peu qu'ils vivaient dans un refuge pour sans-abri parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de se payer un toit sur la tête. Il faut faire plus, il faut veiller à ce que nos aînés soient vaccinés. Il faut aussi bien payer les travailleurs, qu'ils soient des travailleurs de première ligne dans les soins de longue durée ou n'importe où dans la société. Il faut vraiment avoir un revenu garanti de base pour assurer décence et équité pour chaque Canadien. C'est simplement une partie de ce que les Canadiens doivent surmonter comme défi. L'énoncé économique nous donne une voie à suivre, mais il faut, après la pandémie, réparer nos filets de sécurité sociale afin que le filet ne soit pas plein de trous, mais une mesure qui permette le respect de chacun des droits humains dans la société, que les gens soient sans abri ou autochtones ou une femme qui ne peut pas trouver un moyen de se remettre sur le marché du travail. Il faut rebâtir, on a besoin d'une société qui répond à nos aspirations. Il faut agir pour l'urgence climatique pendant que nous avons encore le temps. Merci, Madame la Présidente. Le député de Kingston et les Îles.
Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Saanich Gulf Islands de son discours. Elle a parlé d'assurance médicaments. C'est une chose dont on parle depuis de nombreuses années maintenant. À mon avis, c'est une chose qu'on attend depuis longtemps. Il y a beaucoup d'avantages à l'assurance médicaments, pas juste d'un point de vue d'infrastructure sociale, mais aussi d'un point de vue économique. On parle du coût des médicaments. Je me demande si la députée peut nous dire à quel point, selon elle, c'est une bonne orientation pour le Canada. Il ne faut plus attendre, il faut y aller aussi rapidement que possible pour mettre en place l'assurance médicaments partout au pays. La députée de Saanich Gulf Islands. Je remercie mon ami de Kingston et les îles. La preuve est accablante et l'est depuis longtemps. Nous sommes le seul pays avec un système de santé universel qui n'a pas une assurance médicaments. Nous savons, selon plusieurs rapports, que les Canadiens qui ne peuvent pas se payer leurs médicaments finissent par coûter plus au système parce que une maladie qui devait être gérable devient un événement catastrophique. Ils se retrouvent non seulement avec une ordonnance, mais ils se retrouvent à l'urgence et aux soins intensifs. Nous savons que l'assurance médicaments est abordable. On ne peut pas se permettre de faire fi de ce besoin et il faut mettre en place ce système dès que possible. Ça va nous faire épargner de l'argent et c'est la conclusion de tous les experts. Ne pas avoir d'assurance médicaments cause davantage de maladies et de décès. Shefford. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue de Saanich Gulf Island qui a toujours une préoccupation pour la justice sociale et que chacun paie sa juste part pour réinvestir dans des programmes pour aider les gens qui en ont vraiment besoin. Mais j'aimerais l'entendre parce que quand on parle de justice sociale, il faut aussi être capable quand même de suivre nos finances publiques pour investir dans des programmes sociaux ou dans différents endroits pour aider les gens. On a vu plusieurs mesures mises en place durant la COVID-19 pour aider les entreprises, les citoyens qui en arrachaient vraiment. Par contre, on ne sait plus où ça en va en ce moment, où s'en vont les finances publiques. Que pense-t-elle de l'idée du Bloc québécois, en fait, de vraiment, et des autres partis d'opposition, ce fameux comité spécial sur l'étude financière qui aiderait à étudier toutes les mesures qui ont été mises en place pendant la pandémie? Donc, ce comité spécial pour étudier l'ensemble des dépenses liées à la COVID-19, comment ça pourrait nous permettre d'avoir l'heure juste et de mettre, est-ce qu'il y a eu We Charity, est-ce que malheureusement il y a eu des contrats douteux qui nous ont fait perdre de l'argent important qui pourrait être investi ailleurs? J'aimerais l'entendre. The honourable member Saanich Gulf. La députée de Saanich Gulf Islands. Je m'excuse auprès de ma collègue, je vais répondre en anglais. Je n'ai pas pu changer de canal. Oui, il faut absolument avoir la transparence pour les dépenses du gouvernement. C'est toujours une bonne idée. Je ne pense pas qu'il faut se concentrer sur les scandales, mais par exemple, puisqu'on parle d'assurance médicaments ou de justice sociale, il faut aussi trouver des sources de revenus, comme une taxe sur la richesse. Il faut s'en prendre aux abris fiscaux à l'étranger. Il faut générer les revenus nécessaires pour permettre la justice sociale. Et oui, toutes les dépenses du gouvernement devraient être scrutées à la loupe. Le directeur parlementaire du budget devrait avoir les ressources nécessaires. Il devrait être un agent du Parlement, mais c'est un pas dans la bonne direction pour assurer une transparence complète relativement aux dépenses du gouvernement. Une question brève, le député de South Okanagan, West Kootenay. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier le député de Saanich Gulf Islands pour son discours. L'intervenant avant elle, un conservateur, a dit qu'on aura besoin de licornes pour financer la transition afin d'avoir des emplois immédiatement pour les travailleurs du secteur pétrolier qui se retrouvent au chômage. J'aimerais savoir si la députée a des commentaires à savoir où on pourrait trouver cette licorne. Bon, je vais demander à la députée de fournir une réponse brève. Je remercie mon ami. Nous savons ce que le député conservateur a dit. Je me suis demandé où il était quand l'ancien premier ministre du Québec, Pauline Marois, a fait la bonne chose et mis fin à l'industrie de l'amiante parce que ça tuait des gens partout. Le Québec a réussi à faire une transition pour ces travailleurs-là. On a tiré des leçons de ça. C'est peut-être pas
une aussi bonne transition que ça aurait pu l'être, mais il faut avoir une bonne transition partout au Canada. C'est ce que les libéraux avaient promis à la dernière élection. On a vu ce que Hassan Oussef du Congrès canadien du travail a fait. Il a publié un excellent rapport sur la transition pour les travailleurs du charbon. Nous savons aussi qu'on n'a pas besoin de poudre magique.